Alors bonjour à tous. Alors si pour vous les free cash flow c'est pas une notion qui est super claire, alors restez parce qu'ici je vais vous décortiquer tout ça. Si vous avez des questionnements autour des free cash flow, ça sert à quoi, c'est quoi la définition exacte. On regardera aussi tout ce qui tourne autour du free cash flow, donc on parlera aussi des flux de trésorerie d'exploitation, cash flow opérationnel, marge brute d'autofinancement, capacité d'autofinancement, etc., etc. On regardera aussi ce que pensent les meilleurs gérants des free cash flow, donc on parlera de Warren Buffett. On regardera pourquoi William Higgins ne prend pas en considération les free cash flow et on verra aussi ce que pense Romain Burnand des free cash flow. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour vous partager tout ça. À tout de suite. Alors tout sur le free cash flow, donc on va revenir ici sur ces notions, donc on va aller sur la définition, donc c'est quoi le free cash flow? Cette définition va nous amener vers d'autres notions comme le tableau des flux de trésorerie. On regardera aussi les investissements qu'on appelle aussi les capex. On regardera aussi le besoin en fonds de roulement qui s'appelle aussi le BFR. On regardera l'avis de William Higgins, Romain Burnand et Warren Buffett sur les free cash flow et à partir de là vous verrez qu'il y a donc des limites aux interprétations qu'on peut faire sur les free cash flow. Alors définition déjà, donc le free cash flow c'est quoi exactement? Donc en français c'est le flux de trésorerie disponible. Donc le flux c'est-à-dire que c'est du cash en fait par unité de temps. Ce qui fait que son unité en fait du free cash flow, c'est donc du dollar, de l'euro ou toute autre unité monétaire, mais divisé par du temps. Donc par exemple, si vous prenez le rapport financier annuel, vous allez avoir un free cash flow en dollars par an. Et si vous prenez le rapport financier semestriel, vous aurez le free cash flow pour 6 mois. Et on parle de disponible parce que c'est le cash qui est donc rentré dans la société au cours de l'année ou au cours des 6 mois, qui a été utilisé pour pouvoir payer toutes les parties prenantes, pour pouvoir faire des investissements, donc que sont donc les salariés, les fournisseurs, etc. Et c'est donc l'argent qui reste une fois qu'on a déduit tout ça pour deux types de parties prenantes. Pour les actionnaires, donc qui peuvent être payés avec ce cash, soit en termes de rachat d'actions, soit en termes de dividendes. Et la deuxième partie prenante, c'est les banquiers, où là on va utiliser ce cash pour rembourser de la dette. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant de faire un focus sur le free cash flow, dont on a souvent parlé, il faut des free cash flow, etc. En fait, c'est un bon indicateur de la santé de la société. Donc, c'est-à-dire une société qui a de gros free cash flow, qui évolue positivement, c'est plutôt un indicateur que la société, elle va plutôt bien, au bémol près de, on verra les limites. Et les flux de trésorerie disponibles, comme on l'a vu, c'est disponible pour les banquiers, mais aussi pour les actionnaires. Donc, effectivement, quand on est actionnaire d'une société, il est intéressant d'aller regarder le free cash flow qui est potentiellement disponible pour l'actionnaire. Alors le free cash flow, on peut calculer à travers le tableau de flux de trésorerie. Et donc je rappelle où c'est qu'on le retrouve, ça, ce tableau de flux de trésorerie. Donc si vous tapez par exemple rapport financier LVMH, vous allez tomber sur ce qui s'appelle le document d'enregistrement universel DEU de LVMH. Dedans, vous allez avoir le rapport financier. Puis dans le rapport financier, vous allez avoir les rapports des commissaires aux comptes, rapports de gestion, etc. Mais vous aurez surtout les documents de synthèse. C'est ça qui nous intéresse ici. Donc ce sont des documents qui sont donc écrits par les comptables de la société qui donc sont au nombre de 4. Vous avez le tableau de flux de trésorerie, c'est ce qu'on va voir donc ici, puis vous avez le compte de résultat qu'on va aborder aussi ici. Alors le free cash flow, il se construit souvent à partir du résultat net. C'est-à-dire que vous prenez le compte de résultat avec donc ici des produits, des charges, puis tout en bas vous avez le résultat net. C'est ce résultat net ici du compte de résultat qui sert souvent à construire le tableau de flux de trésorerie tel qu'il est présenté dans les rapports financiers. Donc je rappelle brièvement ce que c'est que le compte de résultat. Donc c'est par exemple sur un an, le comptable il va enregistrer tous les produits qui ont été générés par la société, c'est-à-dire tout ce qui crée de la valeur pour la société. Donc typiquement c'est du chiffre d'affaires. Vous allez avoir toutes les charges aussi qui seront donc enregistrées par le comptable sur l'année. Donc ce sont par exemple les factures pour payer les fournisseurs, ça peut être les dotations, les amortissements, etc. Puis donc il fait la somme de tout ça, la partie produit moins charge. Et une fois qu'on a fait tout ça, on arrive au résultat net qui est de temps. Le résultat net c'est ce qui s'appelle aussi le bénéfice. Je donne ici l'exemple avec la société Elis, qui est donc une société cotée sur Euronext. Vous avez ici tout en haut en fait du compte de résultat la partie produit des activités ordinaires, donc c'est l'équivalent du chiffre d'affaires. Donc on va dire 4,3 milliards de chiffre d'affaires. Tout ce qui est entre parenthèses, c'est du moins, donc c'est en fin de compte des charges. Donc vous vous retrouvez ici avec un résultat opérationnel de à peu près 500 millions. Donc c'est la partie qui sort ici. Après vous avez le résultat financier qui est donc négatif. Donc ça c'est probablement les intérêts de la dette qu'il faut payer. Vous allez derrière ici devoir payer l'impôt sur les sociétés. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en exceptionnel, il n'y a rien. Et donc, vous vous retrouvez avec un résultat net de 262 millions. Donc, ce qu'on peut dire pour Elis, c'est que le compte de résultat nous donne un chiffre d'affaires de 4,3 milliards et un résultat net de 262 millions. Et c'est avec ce résultat net que souvent, on construit le tableau de flux de trésorerie. Donc, on arrive ici avec donc, je le rappelle, le résultat net qu'on a mis là tout en haut dans le tableau de flux de trésorerie. Puis le tableau de flux de trésorerie, quelque part, il va dérouler, je dirais, une sorte de partie cash
du compte de résultat, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va remonter vers ce qui va s'appeler notamment la partie cash flow opérationnel qui est plutôt ici. Puis donc, entre ce chemin-là et ce chemin-là, il va falloir passer ici de la zone jaune à la zone verte. Et pourquoi j'ai mis différentes couleurs? Parce que le résultat net, c'est pas du cash. Donc en jaune, vous avez la partie non cash et en vert, vous avez la partie cash. Alors comment ça se fait que le bénéfice qui est enregistré donc, dans le compte de résultat, donc les 260 millions d'euros de bénéfice d'Elis, ça ne veut pas dire que la société Elis, elle a gagné 260 millions d'euros de trésorerie. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que dans le compte de résultat, vous avez des opérations qui sont non cash ici. Donc par exemple, pour tout ce qui est charge, vous avez les dotations et amortissements qui sont du non cash. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a le résultat net, pour passer à ce qui s'appelle la capacité d'autofinancement, qu'on appelle aussi marge brute d'autofinancement qui elle est bien du cash, on va devoir en fin de compte ajouter les dotations et amortissements. Donc la CAF en fait c'est le résultat net plus les dotations et amortissements et aux provisions. Et puis le deuxième point qui fait que le résultat net c'est pas le cash qui est gagné, c'est que vous avez des délais de paiement. Donc si je prends ici la société Elis, ça c'est son tableau de flux de trésorerie. Donc comme je l'ai dit, ça se construit souvent en fin de compte avec tout en haut le résultat net. Puis ici vous avez la partie donc flux net de trésorerie généré par l'activité, c'est ce qui s'appelle le cash flow up. Et donc entre les deux, ici on va passer par la capacité d'autofinancement. Puis là on voit qu'elle est avant coût de l'endettement net et d'impôts. Et donc vous vous retrouvez avec la CAF qui est donc égale à ce résultat net plus, j'avais toutes ces parties, notamment on peut voir ici il y a quelque chose comme pas loin de 900 millions de dotations et amortissements. Donc ça correspond pas à une facture, c'est pas du cash qui est sorti. Ce qui fait que si on veut passer du résultat net à la partie cash en vert par la CAF, il va falloir additionner cette partie en fin de compte dotations et amortissements. Donc quelque part, la capacité d'autofinancement va être beaucoup plus grosse que le résultat net. Puis donc on va intégrer en fin de compte les impôts qui ont déjà été payés pour les prendre avant l'impôt, puis le résultat financier net, etc. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Elis a donc une capacité d'autofinancement de quelque chose comme 1,5 milliard. Après arrive une autre partie ici qui s'appelle la variation du BFR qui donc nous amène à une autre notion qui est la partie BFR. Donc ici on est bien passé dans le monde cash et on va regarder pourquoi on doit prendre en compte la variation du BFR pour aller vers le cash flow opérationnel. Donc le BFR, en fin de compte, ça veut dire besoin en fonds de roulement. Il est lié au décalage de paiement en cash entre les clients et les fournisseurs, puis il y a un effet sur le stock. Alors je vais vous expliquer ça. Donc déjà, en terminologie, on l'appelle besoin parce que très majoritairement, on produit avant de vendre. Vous avez très peu de sociétés qui ont des BFR négatifs. Donc ça s'appelle en fonds parce que c'est du cash, et roulement parce qu'il est permanent. C'est-à-dire tant que vous avez de l'activité, vous allez avoir besoin de financer votre besoin en fonds de roulement. Donc ça peut être en autofinancement ou ça peut être par de la dette, mais c'est du cash qu'il va falloir mettre dans votre stock, dans vos créances clients, etc. On peut voir le BFR dans le bilan d'une société. On peut le voir aussi, la variation de BFR dans le tableau de flux de trésorerie. Alors la formule est la suivante. Donc le BFR, c'est du stock, qui est donc ce que possède la société en termes de stock, qui est au prix de revient, de fabrication ou de stockage. Vous avez plus créances clients, donc ça c'est du chiffre d'affaires quelque part entre guillemets qui est dehors. Les clients, ils vous ont accordé le chiffre d'affaires dans le compte de résultat, mais vous n'avez pas encore touché le cash, donc le cash il va arriver. Moins les dettes fournisseurs, donc ça je dirais c'est un peu le contraire de la créance client, c'est-à-dire que vous avez un fournisseur qui vous a fourni par exemple des matières premières et vous ne l'avez pas encore payé, donc vous allez avoir du cash qui va devoir sortir. Et donc pourquoi est-ce qu'on prend en compte ce qui s'appelle la variation de BFR quand on est à partir de la CAF ici, donc 1,5 milliard pour Elis? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre la variation de BFR pour aller dans le cash flow opérationnel? Parce que tout simplement, je vous ai pris un exemple pour que ce soit assez facile. Souvenez-vous, le BFR, c'est le stock plus créance client moins dette fournisseur. Et supposons que au 31/12/2021, on avait un stock de 500, créance client de 400 et dette fournisseur de 100. Ça fait qu'on avait un BFR de 800. Et supposons qu'un an après, on refait une photo de on en est où au 31/12/2022. Supposons que le stock, il a diminué, il n'y a plus que 200. La créance client, elle a un peu diminué, il y a plus de 350. Puis vous avez la dette fournisseur qui a un petit peu monté. À ce moment-là, votre BFR, ça va être 200 plus 350 moins 150, ce qui fait 400. Et donc, vous vous retrouvez avec une variation de BFR de 400. Autrement dit, là, vous avez votre BFR qui a diminué. Ici, variation de BFR, ça va diminuer. Et quelque part, c'est toute cette trésorerie, en fait, qui était dans le BFR, comme une sorte de poche, en fait, de trésorerie. Ça s'est dégonflé pour restituer de la trésorerie dans le cash flow opérationnel. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, si on avait une CAF de 100, on a une variation de BFR de 400, on va se retrouver avec un cash flow opérationnel de 100 plus 400, c'est-à-dire 500. Donc le cash flow opérationnel aura été augmenté de 400, passant de 100 à 500. Alors maintenant qu'on a vu le cash flow opérationnel, on va pouvoir passer au calcul du free cash flow. Donc le free cash flow, c'est le cash flow opérationnel qu'on a vu donc ici, moins tout ce qui s'appelle les investissements, donc on appelle ici les CAPEX, qui est donc en fin de compte la contraction des termes anglais que je vous ai mis ici. Et ces CAPEX, ça concerne quoi? Ce sont tous les investissements qui sont donc publiés dans le tableau de flux de trésorerie ici. On verra avec un exemple.
qui concerne en fin de compte ce qui s'appelle les CAPEX de maintien, donc les investissements qui sont faits pour maintenir les outils de production, les matériels roulants, etc. en bon état, plus aussi les CAPEX de croissance, donc typiquement pour acheter des concurrents, etc. Donc les CAPEX qui sont publiés ici sont très souvent le mélange des deux et on n'a pas la segmentation du CAPEX de maintien, du CAPEX de croissance, sauf à quelques rares exceptions. Donc si je reprends ici pour Illis, on avait vu le cash flow opérationnel qui était donc ici, on va faire un zoom. Donc voilà, donc on se retrouve avec le cash flow opérationnel donc de 1325 millions. Et donc ici, après, on a tout ce qui est les CAPEX, à la fois de maintien et puis de croissance. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu quelque chose ici de, entre parenthèses, donc quand c'est entre parenthèses, toujours du moins, donc c'est du cash qui sort. Vous avez quelque chose comme 800 millions décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation corporelle. Donc là, ils ont investi dans des actifs tangibles qui sont donc immobilisés dans le bilan, qui ont donc une durée de vie supérieure à 1 an. Vous avez aussi de l'incorporel à hauteur à peu près de 26 millions. Vous avez ici acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise. Alors là, conclusion, on se retrouve peut-être ici avec du CAPEX de croissance. Ça, faudrait aller voir après dans la note du rapport financier 2.4 pour en avoir un petit peu plus. Mais toujours est-il qu'ici, approximativement, on a 900 millions en fin de compte de CAPEX. Donc si jamais on applique la formule free cash flow égale cash flow moins les CAPEX, on fait donc les 1325 moins les 902 ici. Et donc on a 423 millions d'euros par an. Donc on peut dire que Illis, sur l'année 2023, a généré un free cash flow de 423 millions d'euros sur l'année. Alors par rapport à ces histoires de CAPEX de maintien, CAPEX de croissance, ce que je peux vous donner comme astuce pour pouvoir essayer de voir si on est quelque chose de à peu près cohérent en termes de grandeur, regardez les investissements qui sont passés, donc notamment ici on voit qu'il y a une grosse partie qui est de 800 euros, et regardez les dotations aux amortissements qu'on a au-dessus, donc à peu près on va dire pareil, quelque chose comme 900 euros, et si ça correspond, on peut dire qu'on n'est pas en train de sous-investir. Vous verrez par la suite que le sous-investissement est une façon artificielle de faire gonfler le free cash flow. Donc là, je dirais, en très grosse approximation, on peut penser que les investissements ici sont, en ligne avec les dotations aux amortissements. Donc en synthèse, je vous ai remis ici les différents agrégats qu'on a vus. Donc la capacité d'autofinancement qui permet donc de passer du non-cash qui est le résultat net à la partie cash qui est la capacité d'autofinancement qu'on appelle aussi marge brute d'autofinancement. On fait le résultat net plus tout ce qui est dotations aux amortissements et provisions. Après éventuellement on fait la CAF avant impôt ou après impôt, mais toujours est-il qu'au bout d'un moment il faudra payer l'impôt. Donc vous avez la CAF qui est donc ici. Après vous avez le cash flow qui est donc la CAF, donc après impôt, plus la variation de BFR comme on l'a vu. Donc le BFR c'est une poche de cash qui est donc dans la société et qui peut se gonfler et vous piquer quelque part de la CAF, ce qui fait que le cash flow va diminuer, ou alors se dégonfler, ce qui fait quelque part vous allez avoir de la trésorerie qui va arriver par la partie variation de BFR. C'était le cas dans l'exemple que je vous avais donné où la variation de BFR avait restitué 400 dans l'exemple donné. Et après vous avez donc le free cash flow qui est donc le cash flow moins les CAPEX de maintien puis les CAPEX aussi de croissance. Alors le souci de ça, c'est qu'il y a des limites. Il y a William Higgins, qui est donc l'un des meilleurs gérants français depuis 30 ans. Lui, il prend pas du tout le free cash flow. Et lorsqu'on lui avait demandé, lorsqu'il était passé notamment sur ma chaîne, quels sont les multiples qu'il prend, lui prend plutôt des multiples de la capacité d'autofinancement. Et pourquoi? Parce qu'il dit que ça au moins c'est du cash. Et puis ça dépend pas de la politique de variation de BFR, le stock, les négociations avec les fournisseurs, avec les clients, les investissements, les CAPEX, est-ce qu'ils sont gonflés, sous-gonflés, etc. Il dit au moins moi je prends de la CAF et puis je prends aussi des sociétés qui investissent dans des actifs qui vont générer une bonne rentabilité. Donc lui c'est pour ça qu'il prend plutôt les multiples de la CAF parce qu'il trouve que derrière le free cash flow ça peut être manipulé par tous ces ajustements que sont les variations de BFR et puis les CAPEX. Un deuxième gérant qui m'avait aussi attiré l'attention sur le free cash flow, c'est Romain Burnand qui était passé sur ma chaîne et il avait dit qu'il fallait faire attention notamment quand les CAPEX étaient en baisse. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir comparer les CAPEX par rapport aux dotations aux amortissements parce qu'il dit évidemment quand vous avez cette formule, vous vous rendez bien compte que si vous coupez les CAPEX, vous les divisez par 2, par 3, voire vous les amenez à 0, vous allez vous retrouver avec des free cash flow qui vont énormément monter. Et il dit ça, c'est les choses qui arrivent lorsque vous avez des sociétés qui sont pas cotées, qui veulent partir sur la bourse. Et donc, 1 an, 2 ans, quelques temps avant, elle commence à diminuer les CAPEX, ce qui fait que ça gonfle artificiellement les résultats. Vous vous retrouvez avec des free cash flow qui sont donc un peu gonflés. Pour autant, on sait que derrière, ça veut dire que ça investit pas dans les actifs. Donc, potentiellement, les camions vont tomber en panne. Donc, derrière, vous avez des immeubles qui vont être moins bien opérationnels. Vous avez des machines qui vont avoir des mauvais réglages, etc., etc. Donc, vous avez une usure de l'outil qui se traduit pas encore par une baisse des marges. Donc, c'est une façon, là, baisser les CAPEX, de, je dirais, bidouiller un petit peu pour augmenter les free cash flow et donc la trésorerie qui sera disponible dans la société, mais avec un outil de production qui sera dégradé. Donc si je reprends ici ce que je vous avais dit, comparer
dotation aux amortissements. Vous pouvez faire une moyenne sur 3 ans, 5 ans par exemple. Puis vous regardez les décaissements qu'il y a en termes d'investissement. Tout ça, ça doit à minima matcher parce que si vous avez des dotations aux amortissements comme là à peu près, on va dire de 800-900 millions d'euros, puis qu'en investissement vous faites que 100 millions, ben forcément ça veut dire que vous avez un outil de production qui quelque part s'use de à peu près 700-800 euros qui est l'écart entre les deux. Alors un dernier gérant, et pas le moindre, qui aussi a une façon particulière de calculer le free cash flow, lui c'est Warren Buffett et il retraite ça en définissant ce qui s'appelle le bénéfice du propriétaire. Donc lui il prend pas du tout le free cash flow qui est donc calculé comme ça, il prend ce qui s'appelle le bénéfice propriétaire. Et pour vous évoquer ça, je vais partir sur une newsletter que j'avais fait aux abonnés et que j'avais diffusé gratuitement à ma liste. Alors voilà donc cette newsletter et en fin de compte les bénéfices du propriétaire qu'on appelle aussi le owner earnings, c'est une expression qui est célèbre aux USA parce que Warren Buffett l'a mis dans sa lettre en fait à ses actionnaires qu'il avait rédigée donc en 1987 pour retracer l'année 1986. Et il avait traité une question qui est comment évaluer une société et lui il dit qu'il raisonne en bénéfice du propriétaire. Donc il fait comment? En fait il fait A plus B moins C. C'est ça le bénéfice du propriétaire. Donc le A c'est le résultat net. Le B, c'est tout ce qui est non cash. Donc on l'a vu, ça la partie non cash. On passe en cash la partie verte dans mon tableau. Et puis C, en fin de compte, il retire toutes les dépenses, donc tous les capex qui sont liés aux investissements, mais de maintien. Et uniquement les investissements de maintien. Ce qui fait que lui, il se retrouve avec donc des capex qui sont beaucoup plus faibles que les investissements qu'on peut avoir de maintien ou de croissance. Ce qui lui permet d'avoir, à périmètre constant, une sorte de garantie ou une sorte de vision de l'avantage compétitif de la société dans laquelle j'ai investi. Est-ce qu'il est maintenu ou pas? Donc voilà une façon dont lui, il mesure ses free cash flow. Il prend le free cash flow retraité du capex de maintien. Et je rappelle, si vous ne savez pas le capex de maintien, comment vous pouvez l'avoir? Vous revenez ici sur le tableau de flux de trésorerie, puis donc vous regardez dotation aux amortissements. Combien il y en a à peu près, vous regardez les capex, combien il y en a. Et si vous en avez en trop, notamment par exemple ici, peut-être que l'acquisition ici c'est de la croissance, c'est peut-être ici bien détaillé. Et ben en fin de compte, il retranche et lui il calculerait en fin de compte au lieu de retrancher en capex 902, il retrancherait uniquement 902 moins les 82 ici. Alors les limites donc du free cash flow, comme on l'a compris, si vous avez des capex en fin de compte qui montent ou qui descendent, vous allez avoir des free cash flow qui vont faire le yo-yo. Et je vous ai mis ici l'exemple de la société Steph qui est donc cotée sur Euronext et qui est donc le leader actuellement européen des transports et de stockage d'aliments à température dirigée, donc de moins 20 degrés à plus 15 degrés. Et je vous ai mis ici les free cash flow de cette société. On voit qu'il y a des yo-yo, il n'y a quasi pas de free cash flow. Des fois ça descend, des fois ça remonte. Et ça c'est tout simplement parce que lorsqu'ils font du capex, ils ont le capex de maintien, mais ils ont aussi les capex de croissance et tous les ans en fait régulièrement ils continuent à racheter des concurrents. Et comme le dit Warren Buffett, ce qui est important lorsque vous avez une société qui a un avantage compétitif, comme ici c'est le cas pour Steph et son avantage il est dans son maillage territorial de la France et de l'Europe, est-ce que quand on fait des capex, est-ce que cet avantage il agrandit, il diminue ou reste stable? Moi je pense que tous ces capex participent en fait à l'agrandissement du fossé par rapport aux concurrents. Donc si vous avez d'autres indicateurs ici financiers de cette société, on voit ici la rentabilité des capitaux, ce qui veut dire que c'est une société qui non seulement fait des capex, mais qui est capable de faire des capex avec une rentabilité derrière, je dirais, on est autour de 13%, quelque chose comme ça. On voit qu'ici on retrouve les cash flow up, donc flux de trésorerie d'exploitation qui montent, et puis donc on se retrouve ici avec les free cash flow qui sont en yo-yo, et c'est tout simplement évidemment la différence entre les deux, c'est tous les capex. Et au final, vous avez quand même un cours de bourse ici avec les dividendes réinvestis depuis 2013. Qui a fait quelque chose comme plus 400%, donc quelque chose comme x5 en fait. Et donc conclusion, on a une société qui compose entre 13 et 14% par an, dividendes réinvestis depuis 2013. Bon voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter de la valeur par rapport au free cash flow. Donc vous l'aurez compris, les free cash flow, c'est vraiment une notion qui est importante. Par contre, il faut vraiment comprendre comment cela se construit par rapport à la CAF, par rapport au cash flow opérationnel et par rapport au CAPEX. Je vous rappelle l'existence de ma newsletter qui est entièrement gratuite, qui vous donne accès à 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers, ainsi que mes dernières analyses de sociétés cotées. Vous avez aussi mon lien avec Zone Bourse, partenaire, pour avoir une réduction de moins 25%. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous, ciao!